Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à notre quatrième et dernière session sur la formation de plaidoyer mondial sur le climat. Donc, avant de passer la parole à nos intervenants, en tout cas, je vous souhaite tous la bienvenue. Si vous joignez à nous maintenant là, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous voulez vous rattraper, vous pouvez suivre l'enregistrement des sessions précédentes. En tout cas, rassurez-vous d'avoir le nom de votre organisation. Rassurez-vous que vous avez, disons, votre micro est fermé si vous n'avez pas la parole. S'il y a une question à poser, vous pouvez le mettre dans le chat box, donc la boîte conversation. Donc, vous pouvez aussi lever la main. On a eu une conversation ensemble et nous avons l'interprétation aujourd'hui, l'interprétation en français. L'interprétation en français, en portugais et le basque. Sentez-vous libre ou encore taper. Disons, vous pouvez mettre ça sur écrit. Donc, c'est ça. Donc, s'il y a besoin d'un soutien technique, mon collègue Karine est en stand-by pour soutenir. Sinon, vous pouvez envoyer l'email à info@sudnov.org. Hum, Alors, vous pouvez peut-être cliquer, disons, pour avoir l'interprétation, vous cliquez au bas de votre écran, là, il y a le globe ou encore, cliquez sur plus ou more et vous verrez interprétation et ça vous permettra de sélectionner votre langue de choix. Alors, si vous êtes déjà de VCF, vous nous connaissez tous. Pour ceux qui sont nous sommes une alliance basée dans 7 différents pays. Nous avons plus de 200 partenaires de la société civile. C'est pour faire avancer les actions climatiques tenues par les locaux, donc la communauté locale ici. Parce que nous avons des espaces clés cette année, la COP 29 qui est l'un des espaces clés. Donc, nous sommes contents du fait que vous vous joignez à nous aujourd'hui parce que vos objectifs de plaidoyer doivent être pris en compte. Nous sommes en train de naviguer un terrain assez compliqué et nous nous approchons à réaliser nos objectifs. Diapositive suivante, s'il vous plaît, Karine. Alors, si vous étiez jeune à la session précédente, il y a eu bon nombre de ressources qu'on avait mis ensemble pour toute personne pour la COP 29 ou 30. Et s'il faut s'engager dans cet espace, ça va juste apprendre, se manière à participer pendant l'année virtuelle, pendant la COP et d'autres personnes. Et nous avons des ressources pour que nous soyons accrédités en tant qu'ONG dans l'UNFCCC. Nous avons un espace où nous parlons de la COP CBD qui se tient à Colombie au mois d'octobre. Et nous avons un autre webinaire sur la manière à s'engager à la COP. Et nous sommes en train d'établir un papier de position, un document de position. C'est pour faire reconnaître le voix des communautés locales. S'il vous plaît, visitez-les et toutes nos ressources seront partagées avec vous sur email, y compris l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas de ça. Donc, après que la session soit finie, on sera en contact avec vous. Nous allons avoir des échanges et Marina pourra partager avec vous. Très bien. Et j'espère qu'aujourd'hui, c'est très intéressant. Et je vais passer la parole à Marina par rapport au plaidoyer interface. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Laissez-moi partager mon écran avant de commencer. Pouvez-vous voir mon écran?
Ouais. Alors, c'est un privilège d'être ici avec vous. Je suis ici avec mon collègue Saou. On s'est présenté dans la télé précédente. Nous sommes les représentants de l'interface de plaidoyer au Brésil. Merci encore pour le VCA. Et aujourd'hui, nous parlons de quelques outils de plaidoyer qu'on va introduire. Donc, un guide pratique de plaidoyer. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques étapes de plaidoyer, comme dans l'atelier précédent. Nous allons parler de la cartographie des parties prenantes, les tactiques de plaidoyer. Nous parlerons de la gestion des enjeux, suivi et évaluation. Nous parlerons des opportunités que présente cette formation. Nous en parlerons à la fin de l'atelier. Et nous allons vous présenter un modèle de plaidoyer que nous allons vous donner pour remplir, donc avant la COP 29 et 30. Alors, avant de commencer, j'ai voulu attirer votre attention pour la définition du terme plaidoyer. Comme j'avais dit dans les diapositives, il n'y a pas une définition unique pour le plaidoyer. Dans plusieurs pays où il n'y a pas de régulation, les activités de lobbying ou plaidoyer, cela conduit un peu à certains manques de clarté sur la manière à utiliser les termes. Alors, comme j'ai dit dans l'atelier précédent, nous utilisons le terme plaidoyer dans cette formation parce que le plaidoyer est un terme général qui englobe des stratégies donc de lobby et de point de vue des activistes. Pour le portugais et espagnol, et quelques points précis, on dit advocacia qui n'est pas la même chose que le plaidoyer. Alors, vous devez identifier lequel le terme traduit le mieux le terme plaidoyer, comme en français, advocacy English, en français, plaidoyer. Alors, les gens utilisent le terme en anglais et donc, c'est ça comment. Et, alors, le politica, c'est aussi adopté pour une traduction. Je ne sais pas s'il y a des Espagnols ici, donc les termes doivent être bien définis. Il y a des langues parce il y a un terme appelé plaidoyer et le plaidoyer se réfère au travail fait par les juristes ou avocats. À partir de maintenant, vous allez utiliser le plaidoyer Volisca et en espagnol, c'est beaucoup plus commun. Ok, alors avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais faire une évaluation brève. Je vous demanderai d'écrire les termes dans le chat qui traduit les sentiments, après avec l'information pour la préparation de la COP 29 qui aura lieu au mois de novembre. Alors, si vous voulez partager une phrase ou un terme, où les questions deviennent beaucoup plus claires ou moins claires. Avez-vous la confidence, avez-vous le besoin d'adresser la question? Si tel est le cas, laissez un commentaire et nous verrons si on peut les adresser dans cet atelier ou plus tard. Je vais vous laisser un moment. Vous laissez votre commentaire dans le chat pour que nous puissions commencer. Ça peut être juste un mot, une phrase. Alors, ça aide à organiser les activités. Alors, le travail. Imaginez ce qui doit être accompli avant la COP 29.
réchauffons-nous, partageons un peu nos sentiments, nos pensées. Je suis curieuse. Je veux savoir s'il y a quelque chose que l'on peut faire. Ok, alors je vais vous laisser écrire dans le chat et vous me direz s'il y a d'autres commentaires. Rodrigo a placé un commentaire. Je vais voir Rodrigo. Vous devez mieux comprendre les mécanismes de financement que l'on va discuter dans la COP 29. Je crois que c'est quelque chose que nous devons exploiter davantage et mieux comprendre. Alors, merci d'avoir partagé. Je vais partager encore mon écran. Commençons avec le contenu. Il y a aussi un autre commentaire. Je crois qu'elle veut savoir comment avoir une réunion bilatérale avec le gouvernement brésilien. Je ne sais pas si vous voulez adresser cette question-là. Je vois Tom qui dit, je veux bien, je suis prêt pour la COP 29. Les outils présentés à cet atelier sont conçus à vous aider à maximiser vos activités à la COP 29 et COP 30. Nous ne discuterons pas des parties prenantes avec qui échanger, mais nous allons vous parler des outils de supervision qui vous aideront à planifier les activités d'échange à la COP 29. Alors, ces outils vous aident à mieux vous préparer. Donc, je ne peux pas aller trop en détail, parler des besoins spécifiques des organisations, mais je vais vous laisser avec un modèle à la fin de la session que vous remplirez selon vos objectifs de plaidoyer et les objectifs de cette formation. Donc, c'est une session de coaching. Nous allons sélectionner quelques-uns qui recevront la session de coaching. Là, nous parlerons des besoins spécifiques des parties prenantes. Alors, sentez-vous libre si vous voulez remplir le modèle à la fin de la session et ça sera une grande opportunité pour raffiner la stratégie. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Je vais à la prochaine diapositive, comme vous pouvez voir. Alors, ça, c'est un guide pratique de cette étape par rapport au plaidoyer. Alors, dans l'atelier précédent, nous avons parlé de quelques étapes qui est le choix de priorité et établir les objectifs de plaidoyer. On a parlé aussi de l'importance de la compréhension de la prise de décision. Et donc, la reine de prise de décision, c'est le UNFCCC et la COP. On a parlé de ça dans deux ateliers initiaux. Donc, nous voyons ici les guides pratiques qui identifient les parties prenantes en créant le narratif de plaidoyer pour la communication de plaidoyer, euh, définir les activités, le parcours pratique de plaidoyer, gérer le bref, suivre et évaluer les résultats.
C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et à la fin de la session, comme j'ai dit, je vous parlerai des différentes opportunités, le modèle qu'on a élaboré pour vous, c'est pour la COP 29 et 30. Aujourd'hui, nous avons un long contenu. Je vous demanderai de noter vos questions parce que vos questions trouveront leurs réponses à la fin de la session. Et je vais vous montrer un exemple du modèle et je vous montrerai comment utiliser cet outil sur le modèle avec un échantillon rempli déjà. Ça vous aidera à remplir ça quand vous le ferez. Mais si vous avez une autre question, si vous pensez que votre question est urgente et c'est important, vous pouvez laisser ça sur le chat avec la boîte de Q&A. Alors, commençons à parler de la cartographie des parties prenantes. C'est la première étape de notre guide pratique. Alors, qui sont les parties prenantes? Ici, c'est la photo d'une conférence aux Nations Unies. Donc, cette formation est conçue pour les organisations, les gens qui veulent participer à la COP 29 et COP 30. Alors, en voyant cette conférence, quelles sont les parties prenantes? Je vais vous donner quelques exemples de parties prenantes en rapport avec la conférence du changement climatique, les négociateurs des différents pays et leurs parties prenantes, journalistes qui couvriront la COP, alors les membres des différentes circonscriptions ou constituants représentant les générations futures. En tout cas, elles sont importantes, elles sont intéressées parce qu'elles sont impactées par les changements climatiques. Alors, ici, nous voyons les animaux, forêts, communautés affectées par les changements climatiques. Donc, nous voyons les politiques ou les questions sur lesquelles vous travaillez. Alors, c'est important de cartographier les parties prenantes, même si vous ne pouvez pas vous engager et vous adresser directement à eux, les animaux. Vous ne pouvez pas échanger avec les animaux directement, mais vous pouvez échanger avec les organisations qui comprennent le besoin et les droits des animaux. Les générations futures ne sont pas encore nées, mais vous pouvez échanger avec les jeunes mouvements disons, qui travaillent sur les questions climatiques. Alors, les parties prenantes sont toutes les parties intéressées ou affectées par certaines politiques ou réglementations. Ils sont vastes et diversifiés. Pourquoi c'est si important de cartographier les parties prenantes? On en parle beaucoup. Je ne peux pas stresser assez sur l'importance de la cartographie des parties prenantes. Alors, la raison pour laquelle c'est important de cartographier les parties prenantes, parce que les stratégies de plaidoyer visent les décideurs. Alors, quand nous parlons de plaidoyer, comme on l'a dit dans la télé précédente, nous négocions les changements, la réglementation de politique, conférences et avec politique et nous voulons que les décideurs embrassent la vision de plaidoyer. Et c'est important de cartographier les parties prenantes. La première raison, c'est parce que nous voulons comprendre qui sont les décideurs impliqués. En d'autres termes, nous devons comprendre qui sont les individus ou groupes avec le pouvoir formel à prendre des décisions. Mais c'est aussi important de comprendre les influenceurs, en d'autres termes, les individus, les groupes avec le pouvoir d'influencer d'une manière ou d'une autre les décideurs. Ici, nous devons commencer à voir l'image, la photo et comprendre qui sont les décideurs. Et souvent, c'est pas facile d'accéder les décideurs directement. Vous devez cartographier maintenant ou lister les influenceurs qui sont capables d'influencer les décideurs, n'est-ce pas? C'est aussi important de cartographier les parties prenantes
parce que nous avons besoin des renseignements politiques, des informations politiques, des données politiques, ce qui est super important sur chaque projet de plaidoyer. Et nous parlons de ça pendant la formation. Alors, quand vous êtes en train de rédiger votre message dans le plan de communication, le plus vous connaissez votre public ou partie prenante, le mieux votre message sera. Alors, la cartographie des parties prenantes, c'est comme la fondation de ce travail. C'est très important de cartographier vos parties prenantes. Comment cartographiez-vous les parties prenantes? Alors, la cartographie des parties prenantes est une recherche. Vous pouvez lire les rapports, les analyses, les propositions, le document de position, les articles, les rapports. Le profil donné par les experts affectés par le problème ou les questions clés, ou s'il n'y a pas d'informations disponibles, dans ces sources, vous pouvez appeler les gens, échanger avec eux pour demander l'information sur les parties prenantes. Alors, après avoir listé aux 80 parties prenantes, vous devez commencer à catégoriser les parties prenantes. Vous pouvez les catégoriser sous différentes manières, mais d'une manière significative sur base des besoins d'information, comprendre qui sont leurs champions, opposants, supporters. Que vais-je dire par supporters? Ce sont les parties prenantes qui partagent la même une vision commune de plaidoyer. Alors, ce sont des alliés potentiels, des partenaires potentiels. Le neutre, ce sont les personnes qui ne connaissent pas encore leur position. Vous devez échanger avec eux directement pour comprendre leur positionnement. Et ce sont aussi les personnes qui sont positionnées sur la question du politique, mais ils ont eu une performance qu'on ne peut pas comprendre ou encore une faveur contre ça. Alors, il y a des personnes qui ont différentes visions de plaidoyer où ils se positionnent eux-mêmes comme objectif de plaidoyer. Ou encore, ça peut être des personnes qui attaquent publiquement votre organisation. Alors, ça va, c'est cela, un opposant. Et un champion, c'est quelqu'un qui est très enthousiastique par rapport à l'objectif de plaidoyer, ou encore à la vision de plaidoyer. Et ils sont soit des influenceurs importants ou encore ce sont des décideurs eux-mêmes. C'est la différence entre un supporter et un champion. Un supporter, c'est quelqu'un qui partage la vision commune avec vous, mais ils ne pourront peut-être pas avoir assez de pouvoir pour influencer les jeux, alors que les champions sont des personnes qui peuvent influencer les décideurs ou ils ont le pouvoir de décider eux-mêmes. Après avoir cartographié votre partie pénale, c'est important de comprendre comment ils sont positionnés dans ces arènes pendant que vous travaillez. Et ici, je viens vous présenter le premier outil. C'est un outil simple, mais vous pouvez faire ça dans un autre espace de travail. Et ici, nous avons séparé l'onglet avec différentes colonnes, dans différentes colonnes. Et intérêt et catégorie. Et quand je parle de l'intérêt, rappelez-vous quand on a parlé de ça dans l'atelier précédent en négociant les changements, c'est important d'avoir quelques points à parler quand vous commencez à une négociation, et l'intérêt sera ce point ici déjà préparé pour la discussion. Et vous pouvez voir pendant que je suis en train de cartographier ça, pour quelques personnes, vous ne pouvez pas trouver cette information et vous pouvez les sentir après s'engager. Après des échanges, c'est une carte très simple de parties prenantes et nous allons vous montrer ça plus tard dans le modèle et je vais vous en fournir un exemple. Vous verrez cet outil un peu plus tard.
Après avoir listé et catégorisé les parties prenantes, c'est très important de cibler le public. S'il y a plusieurs parties prenantes, peut-être vous ne serez pas capable d'échanger avec eux tous. Alors, ce sont des choses très importantes à prioriser. Ça dépend des ressources disponibles. Si vous ne priorisez pas, ça peut se perdre. Alors, le prochain outil que je vais partager avec vous, avec cette thématique de parties prenantes, cette matrice est importante parce que ça vous aide à prioriser les activités d'échange. Encore, c'est une matrice simple. Euh, alors, la matrice des parties prenantes est comme c'est graphique. Là, vous avez deux axes. Disons, la flèche verticale, c'est l'analyse de l'intérêt de vos objectifs de plaidoyer. Alors, nous analysons s'ils ont plus d'intérêt ou moins d'intérêt. Et sur l'autre flèche, nous analysons le pouvoir d'influence. À droite, nous avons les parties prenantes qui ont plus de pouvoir à influencer la politique que vous taclez. Et à gauche, nous analysons les parties prenantes qui ont moins de pouvoir d'influence. Et encore, je vais vous montrer ça dans un exemple à la fin de l'atelier, mais c'est de cette manière que la matrice des parties prenantes ressemble. Et nous devons voir les priorités et qui sont les parties prenantes qui sont les plus importantes pour vous, ceux qui sont capables de faire avancer votre agenda de plaidoyer et leur endroit ici, donc à droite du graphique. Cet exemple ici, LST et NOP, sera la priorité, la première priorité que les gens doivent garder en tête dans vos objectifs de plaidoyer. Et ils ont aussi assez de pouvoir pour influencer la politique. Et en d'autres termes, la matrice des parties prenantes, ça nous aide à mieux visualiser et mieux voir les graphiques, voir et analyser vos parties prenantes. Alors maintenant, allons à la quatrième étape sur le guide de plaidoyer qui crée le narratif de plaidoyer en créant votre plan de communication. Alors, comme on a dit dans l'atelier précédent, le plaidoyer a beaucoup à faire avec l'influence de pouvoir et négocier les changements, n'est-ce pas? Par conséquent, la manière dont nous communiquons avec nos parties prenantes est critique. Donc, pour opérer les changements voulus, la communication est quelque chose qui est très important et essentiel dans un plan de plaidoyer. Il y a plusieurs manières et stratégies et cadres pour développer un plan, un narratif de plaidoyer ou un plan de communication. Ici, parce que Nous parlons des étapes fondamentales sur la communication de plaidoyer et nous parlons bien sûr de développer vos messages clés, créer des actions, appeler à l'action et identifier les personnes. Ça, c'est les porte-paroles. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, si vous parlez de plaidoyer et la communication, nous pouvons parler de différentes choses. Mais aujourd'hui, nous nous focalisons sur ces trois parce que ce sont les étapes initiales pour avoir une stratégie de communication dans votre plan de plaidoyer. Alors, parlons des messages clés. Ça, c'est la fondation de votre action de plaidoyer ou la campagne de plaidoyer. Et chaque stratégie doit être basée sur un message fort, concis et convaincant qui communique le problème et aussi euh, les changements escomptés. Alors, c'est un message très bien conçu
est important pour plusieurs raisons, parce qu'il génère d'abord l'engagement et la cohérence. Alors, quand vous parlez des messages clés, quand vous livrez vos messages clés, vous voulez créer un engagement. Vous voulez que les gens engagent dans la vision que vous proposez, le changement que vous adressez. Alors, le message clé doit réveiller la capacité des gens pour agir au changement que vous proposez. La cohérence est importante parce que quand vous avez une campagne de plaidoyer qui implique beaucoup de parties prenantes, vous avez besoin de la cohérence parce que vous voulez pas que les gens répètent les mêmes messages ou sinon tout sera un peu euh, difficile. Alors, la cohérence, c'est très important pour que les parties prenantes répètent le même message et vous créez cette masse critique de la connaissance de la question que vous avez. Les messages sont importants parce qu'ils vous aident à créer les engagements et la cohérence parmi les différentes parties prenantes. Alors, il est important de se rappeler qu'utiliser des messages complexes ou vagues peut affaiblir votre capacité d'influencer l'audience. Les messages vous aident à définir comment est-ce que les objectifs de plaidoyer vont être perçus. Alors, vous ne voulez pas avoir des messages longs ou vagues. Il est important que ça soit très clair. Donc, et pour les astuces d'avoir des messages clairs, c'est important de résumer la question que vous adressez. Et vous devez présenter la question ou le programme que vous adressez dans une manière directe. Vous ne voulez pas être très complexe, très compliqué, mais vous devez présenter de savoir quelle est la question, quel est l'impact que cause cette question. Les messages doivent présenter la vision du plaidoyer dans une manière inspirante. Et souvenez-vous, dans nos ateliers avant, où nous avons vu que le plaidoyer inspire. La science, ça, c'est la partie artistique des plaidoyers pour créer des messages inspirants qui engagent les gens. Et ils doivent inclure ils doivent comprendre c'est quoi les étapes à suivre, ils doivent participer dans une pétition, ils doivent adresser un certain message dans leur discours. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent si ils adressent votre vision de plaidoyer? Il est important de garder vos messages courts, simples et directs. Alors ça, c'est très important parce que vous devez vous souvenir que quand vous engagez avec les parties prenantes, vous ne voulez pas lire les textes parce que ça devient très ennuyant si vous lisez. Vous voulez adresser les messages par mémoire. Vous voulez avoir une conversation. Si les messages sont courts et simples et directs, vous n'allez pas les oublier. Et s'ils sont trop longs, trop complexes, vous aurez peut-être les oublier et peut-être ne pas les livrer comme il le faut. Alors, il est important les messages, tous les messages par les jeunes et les élèves. Et souvent, nos audiences sont informées par les politiques et leur langage devient beaucoup plus formel. Et c'est important d'éviter des jargons et surtout quand vous parlez à une audience technique, n'utilisez pas les jargons qui sont trop scientifiques. Et nous allons en parler et parler de l'environnement où vous travaillez. Il est important, bien sûr, que vous puissiez référer aux études. Il faut qu'il y ait des évidences et des preuves. Et euh, la première des choses, c'est les audiences. Les parties prenantes, parce que quand vous rencontrez les parties prenantes, vous êtes en mesure de comprendre le style, le langage et le besoin dans le message. Et les représentants qui sont des expériences ou les porte-paroles, c'est très important qu'ils comprennent et pour qu'ils apportent le message comme il faut.
Et une fois de plus, j'aimerais mentionner le plaidoyer au niveau international demande euh, des preuves solides. Il est important d'avoir des preuves pour ces messages. Ils doivent être, il faut qu'il y ait des preuves fortes pour vos solutions. Et, et c'est très important sur la diplomatie climatique dans laquelle vous voulez participer. Nous allons parler des messages clés. Maintenant, nous allons parler à l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est très important, et spécialement quand vous développez une campagne de plaidoyer. La campagne a beaucoup de parties prenantes. Alors, si vous organisez une campagne de plaidoyer qui implique différentes activités, c'est très important d'avoir des plaidoyers très bien définis. Alors, si vous organisez une action de plaidoyer qui a une courte durée, ce n'est pas très important d'avoir un appel à l'action. Ici, je dirais que l'appel en action, c'est pour les campagnes, pas nécessairement pour les actions de plaidoyer ou des activités. Alors, l'appel à l'action, c'est une invitation pour les parties prenantes d'embrasser cette division et agir. Et ça, c'est l'appel à l'action. C'est court et direct, des messages c'est pas ce que vous voulez que les gens fassent. Vous aimeriez qu'ils puissent embrasser la vision et quel est l'impact et la vision et comment est-ce qu'il peut agir. Alors, c'est un message direct utilisé sur les matériels et les campagnes pour aider et aussi augmente votre partage. Quand on parle de l'appel à l'action, ça peut rendre votre campagne, euh, vous souvenez, des personnes, des parties prenantes et les décideurs. Quelques exemples rapides de l'appel à l'action. Euh, vous devez étendre les organisations des VR dans votre pays à rejoindre vos campagnes. Ça, ce sont juste quelques exemples. Alors, un appel à l'action, vous demandez aux parties prenantes de chercher à connaître de votre campagne ou l'action de plaidoyer. À ce moment-là, vous pouvez introduire les messages clés. Alors, quand vous avez affaire avec un grand nombre de parties prenantes, l'appel à l'action, comme la manière d'ouvrir les intérêts des personnes et aussi les messages clés. Alors, après tous ces messages clés et l'appel à l'action, maintenant, j'aimerais vous dire qu'il y a trois questions importantes quand il s'agit dans la planification de l'action de plaidoyer concernant la planification de communication et la narrative. La première question, c'est quel est le message? Et qui recevra le message? Qui est notre audience? Et la dernière question, c'est qui va livrer le message? Les, euh, ce sont eux qui communiquent, ils apportent le message, les porte-paroles, c'est eux qui apportent les messages. Alors, identifier des personnes, des euh, porte-paroles puissants, ils ont la puissance de persuasion, votre campagne. Alors, il est très important d'identifier les personnes qu'il faut pour votre campagne ou pour votre activité. Et il est aussi important de se souvenir que c'est beaucoup plus stratégique d'avoir des porte-paroles qui sont en dehors de votre organisation, comme des membres de coalition, les chercheurs, les académiciens, les réseaux, les influenceurs des réseaux sociaux et ainsi de suite. Et quand les porte-paroles ne font pas partie de votre organisation, votre mission, ça serait de les engager et les soutenir pour réaliser, bien sûr, la tâche d'être un porte-parole. Lors des campagnes, larges campagnes de plaidoyer,
avec des parties prenantes, ceci peut demander quelques porte-paroles. Le plus de parties prenantes que vous avez, le plus grand le nombre de porte-paroles que vous aurez besoin. Et une fois de plus, ça c'est aussi la raison pour laquelle catégoriser et analyser les parties prenantes pour identifier les messages appropriés et aussi les porte-paroles pour interagir avec eux. Alors, quand vous organisez large campagne, il est important de différencier les messages. Et vous avez l'ensemble des messages clés pour différentes audiences. Mais ça, c'est beaucoup plus une pratique de communication avancée. Nous voulons discuter ici, mais je voudrais que vous puissiez garder à l'esprit que vous aurez peut-être besoin d'avoir des différents groupes de messages si vous travaillez sur une grande campagne avec un grand nombre de parties prenantes. Et aussi, j'aimerais souligner l'importance de former vos porte-paroles, surtout s'ils sont de l'extérieur de votre organisation. Il est très important de former les porte-paroles, les former, parce qu'ils ne peuvent pas être peut-être familiers avec les messages. Peut-être qu'ils ne sont pas familiers avec le type d'événement que vous organisez. Alors, former ces porte-paroles. Beaucoup d'organisations apportent des euh, formation des médias, surtout s'il y a des interviews de médias, ça peut être un souci. Donc, il faut avoir une formation de médias et vous pouvez organiser une petite formation, mais il est important de se rassurer que les porte-paroles sont formés pour livrer les messages. Ils peuvent peut-être avoir besoin de formation et ça, c'est une étape très importante sur votre narratif de plaidoyer, dans votre plan de plaidoyer. Alors, ici, c'est un autre outil que nous partageons aujourd'hui qui est le plan de communication, ça c'est une version fondamentale de notre plan de communication complet et ça peut être beaucoup plus long et pour commencer, ce sont les étapes fondamentales pour développer votre plan de communication dans votre plan d'engagement de plaidoyer. Alors, sur cette communication, ce plan, vous allez dire qui est le porte-parole ou les porte-paroles pour votre plaidoyer, quel est l'appel à l'action, et vous devez élaborer au moins trois, idéalement entre trois et quatre messages qui peuvent soutenir votre campagne ou l'appel à l'action. Et je vais vous montrer un exemple, ce que nous parlons de ce modèle d'ici la fin de cet atelier. Alors, j'aimerais m'arrêter un peu ici pour voir si nous pouvons, il y a des choses importantes, hein. On pose la question de savoir comment est-ce que je peux réduire la cartographie. Je ne sais pas si vous étiez dans les ateliers d'avant, j'avais donné une tâche après le premier atelier, c'était d'identifier deux objectifs de plaidoyer pour votre organisation à la COP 29. Alors, une fois que vous avez l'objectif de plaidoyer, vous avez, comment est-ce que je peux dire, euh, un échantillon de ce que vous aimeriez faire à la COP 29. Et ben, c'est sur l'objectif identifié, vous pouvez commencer déjà à cartographier les parties prenantes qui sont liées à votre objectif de plaidoyer. Alors, ce n'est pas tout le monde qui participe à la COP 29, mais seulement les parties prenantes et qui peuvent impacter votre objectif de plaidoyer. Alors, je vais suggérer qu'on en parle un peu plus tard, mais je vous devez faire la cartographie entre 10 à 14 parties prenantes ou 40. Parce que là, c'est le nombre de personnes que vous pouvez engager dans la COP 29. Et laissez-moi voir si j'ai d'autres questions ici. Mais nous allons en parler un peu plus tard aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons avancer avec notre présentation?
Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, pour avancer, maintenant, nous allons parler de cinquième étape sur notre guide de plaidoyer, les tactiques. Nous avons commencé à parler de cela précédemment, où nous avons dit que les plaidoyers, c'est un terrain large où il y a beaucoup de tactiques, des lobbying et l'activisme. Il y a beaucoup de tactiques de plaidoyer. Et nous avons parlé un peu des différentes catégories, qui est l'engagement direct, qui affecte beaucoup plus en relation avec le lobbying. Nous avons parlé de la communication comme notre terrain potentiel de plaidoyer, les manifestations politiques qui sont en relation avec l'activisme et aussi les capacités institutionnelles qui est une tendance de plaidoyer qui est récente. Nous avons discuté sur ce dans les ateliers avant. J'aimerais aller peut-être beaucoup plus en profondeur et pour commencer, nous allons parler de l'engagement direct. Et comme je disais, l'engagement direct, c'est un facteur de plaidoyer qui n'est pas lié au lobbying. Et souvent, c'est appliqué quand vous avez accès aux décideurs ou quand il n'y a pas assez de gens pour mettre une pression politique ou quand il y a une élaboration de politique en place. Et vous devez être rapide pour la collaboration, bien sûr, de ces rapports politiques. Et c'est aussi utilisé quand vous devez adresser des termes ponctuels. Alors, à cause de la nature des activités qui sont lancées pendant la COP pour prioriser ces tactiques pendant la formation. Alors, parce que cette formation cible les personnes qui aimeraient participer à la COP 29 et 30, nous croyons qu'un engagement direct ou les modalités ou les tactiques, c'est ce que vous aurez besoin concernant la participation à la COP 29 et la COP 30. Alors, il y a les activités liées à cet engagement direct, inclut les réunions avec les décideurs ou les influenceurs, la participation en avance, l'organisation des événements, envoyer des lettres, des emails, préparer les réunions formelles ou des événements parallèles, partager des résultats des recherches et ou les documents de politique, participer aussi dans les euh, consultation par public. Alors, ça sera à faire avec les tactiques. Et un peu plus tard, quand nous parlons de l'évaluation, nous parlons aussi des performances, des indicateurs de performances clés pour chacune de ces tactiques. Alors, la communication ou les communications dans le plaidoyer, c'est beaucoup utilisé quand vous vous attendez à sensibiliser sur des questions qui créent des pressions politiques. Et ceci est critique important quand vous ne pouvez pas accéder les décideurs ou les décideurs sont politiques et aussi des civils. Et d'autres activités en relation avec cette tactique, maintenant, par des interviews et organiser euh, élabore dans ses articles OPEX, dans faire des sensibilisations des réseaux sociaux, préparer les publicités et aussi des campagnes, des rassemblements. Alors, ceci est utilisé quand vous aimeriez que la société puisse embrasser votre vision de plaidoyer et aussi vous devez sensibiliser sur quelques questions dont la société. Admettons que vous aimeriez discuter les droits, parler des droits des animaux, malgré que les parties prenantes politiques ou les décideurs impliqués dans votre pays ne sont pas ouverts à l'engagement direct ou ils n'ont pas accès. Ce qu'ils peuvent faire, c'est organiser une campagne pour euh, sensibiliser sur les droits des animaux dans la société, parce que cela peut créer une pression politique dans la société. Alors, ça va prendre une pression aux politiciens, aux parties prenantes pour voter une loi en faveur des droits des animaux. Alors,
cette stratégie est beaucoup plus utilisée par les organisations de la société civile, mais aussi aide à sensibiliser, à proposer les changements de comportement. Et cela crée la pression politique qui affecte les résultats des votes et de l'élaboration des politiques. Alors, quelqu'un a posé la question de la télé à présent sur le lobbying. Alors, on ne va pas en parler comme cela parce que ça, c'est une stratégie beaucoup plus avancée de plaidoyer et j'aimerais dire que le lobbying de base, c'est une approche qui se sépare de lobbying en posant, la demandant au public de mettre pression aux officiers gouvernementaux au lieu d'envoyer le message directement aux législateurs. Alors, quand vous organisez les campagnes de base de lobbying et vous essayez peut-être les changements de bas jusqu'à au-dessus. Vous essayez d'engager les membres de communauté et leur demander d'amener les représentants et aussi qu'ils puissent apporter les changements qu'ils veulent. Ceci a à faire, à avoir créé cette pression politique que j'ai mentionnée. Ça, c'est le lobbying à la base. Et vous devez avoir beaucoup. Et c'est là parce que vous devez investir dans beaucoup de communication pour organiser les campagnes de lobbying. Et c'est très efficace, spécialement quand vous engagez avec les législateurs, parce que les législateurs répondent à la pression des voteurs, des euh, ceux-là qui votent. Alors, les manifestations politiques, c'est l'autre tactique de plaidoyer sur laquelle nous avons débattu dans l'atelier, des ateliers d'avant. Et ceci, c'est quand l'engagement de dialogue ou la diplomatie n'est pas disponible. Alors, cette tactique, en créant les tensions politiques, et aussi force les négociations. Alors, quand un groupe ne trouve pas des moyens pour engager le gouvernement, euh, si vous n'avez pas d'autre accès à la diplomatie ou à la négociation, à ce moment-là, les manifestations politiques, c'est une voie, un moyen de créer des tensions ou des dialogues de négociation d'une manière efficace. Alors, vous pouvez organiser les marches, les démonstrations, vous pouvez faire des processus du tribunal pour écrire des lettres ouvertes, des sittings, organiser les manifestations publiques, des réunions, faire euh, toutes ces manifestations. Nous allons parler un peu sur les indicateurs pour mesurer l'impact quand vous parlez sur des sessions d'évaluation. Un exemple de manifestation politique, nous avons vu au Brésil, par exemple, les autochtones, ils ont la difficulté pour représenter et négocier avec le gouvernement concernant la réglementation des terres, parce qu'ils ne trouvent pas des espaces pour négocier. Ils ont organisé beaucoup de manifestations, de démonstrations, de marches. Ils sont en train de traduire le gouvernement en justice. Ils organisent ces assemblées occupationnelles et publiques. Et ça fait appel à l'attention des médias pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de soutien pour leur cause. Et ceci aussi aide à créer une pression politique pour pousser les gouvernements et les décideurs à négocier avec eux. Et ça, c'est euh, ce qui- et les capacités institutionnelles, comme nous l'avons dit avant, c'est beaucoup plus des tendances récentes au plaidoyer et ça s'applique beaucoup plus quand vous devez plaider pour des alliances et aussi la légitimité. Et aussi utilisé quand vous voulez promouvoir les changements du bas en haut. Alors, les activités en relation avec les capacités institutionnelles, j'ai développé les coalitions et les partenariats. Et euh, ceci sont des projets qui sont organisés pour montrer qu'il y a une coalition, par exemple. Et vous pouvez faire des renforcements des capacités et des formations dans le plaidoyer, comme la formation que nous faisons maintenant. Vous pouvez faire des levées de fonds et la mobilisation des ressources et organiser les financements pour les politiques publiques et aussi les analyses pour différentes régions. Et quand nous parlons de quoi que, non,
les ateliers précédents, les initiatives de plaidoyer qui réunissent différents pays. Ça est devenu très populaire pour développer ces coalitions parce qu'ils sont très forts pour augmenter la légitimité et la crédibilité. Et ceci aide à sensibiliser aussi les capacités et l'élever des fonds. Comme nous avons dit dans les ateliers d'avant, il y a les pour et les contre de développer les questions de plaidoyer. Alors ça, c'est une autre tactique. Et un peu plus tard, nous allons parler des indicateurs des performances, des indicateurs clés des performances pour ces tactiques. Et ici, nous avons le quatrième outil que nous allons considérer, c'est votre plan d'engagement. Et comme je disais avant, l'engagement direct que nous adoptons ces formations et ce qui est beaucoup plus commun à utiliser pendant la COP. Ces plans d'engagement ou ces templates, ces modèles adressent l'engagement direct des activités. Si, faites la campagne des euh, mobilisations, ça peut être différent, mais parce que ça, c'est une formation, nous voulons être très pédagogique et effectif. Nous choisissons une seule tactique pour importer un modèle. Et sur cet outil qui est le plan d'engagement, nous allons décrire qui est partie prenante et la personne ou l'organisation avec laquelle vous allez vous engager. Vous allez décrire si les réunions sont programmées, si pas le cas, comment vous pouvez accéder aux ces parties prenantes, que ce soit par mail, par téléphone, ou si vous avez besoin de quelqu'un pour aider dans l'interaction. Comment est-ce que les réunions se passent? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui fait une réunion ou une audience? Alors, quel est les messages ou les messages que vous aimez livrer à ces parties prenantes? Je vais parler de tout ceci quand je vais présenter le template ou le modèle. Mais vous pouvez soit livrer tous ces messages à parties prenantes, ou choisir les messages qui sont propices pour ce genre de parties prenantes. Et la question la plus importante, le plan d'engagement, c'est le meilleur scénario qui peut venir de cet engagement. Euh, de cet engagement. Nous être alignés les différents membres de l'organisation. Euh, Qu'est-ce que nous attendons de ces activités? Quelles les ressources que nous avons besoin pour l'engagement de cette activité? Nous avons besoin des études, de présenter des données pour les vidéos. Et comme nous avons dit, le plaidoyer, c'est une négociation. Alors là, il est important de savoir ce qui est important pour l'autre. C'est la raison pour laquelle nous avons rencontré les parties prenantes, spécialement quand c'est un engagement direct, ou peut-être avez besoin de savoir qu'est-ce que vous devez apporter. Alors ça, c'est les parties prenantes techniques qui voulaient amener des données. Si c'est quelqu'un qui prend soin de la partie humaine, partager les personnes que vous avez rencontrées, si c'est quelqu'un qui est ouvert au réseautage et aimerait avoir une visibilité. Et ils aiment avoir la visibilité, quelles sont les ressources que vous voulez apporter pour ces activités d'engagement. Alors, maintenant, nous allons parler des questions. Alors, mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer implique l'espace des risques. Souvent, les différentes perspectives ou points de vue politiques, les changements climatiques pour gérer les conflits. Et les conflits et les tensions.
Euh, Et l'important, c'est d'avoir les plans initiaux inclus dans votre plan de plaidoyer. Alors, dans cette session, nous allons discuter comment est-ce que nous pouvons des questions qui affectent votre agenda de plaidoyer. Et ce que nous appelons la gestion d'événements. Alors, un événement devient une crise si ça menace une vie, l'environnement ou l'organisation. Euh, et si vous avez affaire avec une question qui pourrait peut-être menacer la vie physique, l'environnement, l'organisation, c'est une question, un souci qui peut être, ouais, qui peut être. Alors, si vous avez des pressions pour prendre des décisions, résoudre le problème, ça, c'est un signe que vous êtes dans une crise. Alors, l'objectif de cette formation qui est l'étape fondamentale de plaidoyer, va considérer des questions et des risques des événements qui peuvent amener à des surprises. Alors, correctement identifier des questions et des risques. Beaucoup d'organisations, pour définir une stratégie, il est important de considérer quels risques à prendre. Cela peut causer des problèmes à votre organisation, à la crédibilité de l'organisation, à la capacité de l'organisation à échanger avec les gens, parce que si vous n'avez pas une bonne réputation, si votre organisation n'a pas une bonne réputation, la capacité d'échanger et d'influencer est vraiment entamée. Donc, ce sont là les risques de réputation, risques aux gens. Alors, quand les gens intègrent physiquement à votre santé émotionnelle, ça peut affecter, ça peut être la violence physique ou encore, je vois aussi les risques financiers, les risques en rapport avec votre organisation, l'habilité, la capacité de votre organisation à financer les activités, les risques juridiques si vous êtes impliqué dans des contentieux, donc dans des litiges juridiques. Donc, vous devez dépenser l'argent et le temps pour résoudre le problème. Risque aux relations, s'il y a des employés importants qui sont en train de mener la campagne de plaidoyer. Donc, il y a besoin de changements politiques dans quelques pays. Le système peut changer considérablement. Alors, le risque en rapport au changement politique peut affecter beaucoup votre stratégie de plaidoyer. Alors, après avoir identifié les risques, c'est important de catégoriser. Alors, nous utilisons cette différentes théories de risques pour les cartographier et c'est important de catégoriser les risques. Alors maintenant, l'étape suivante est de refléter sur la probabilité de ces risques qui peuvent devenir une crise. Est-ce que c'est un risque élevé, moyen ou faible? Nous verrons la probabilité de ces risques au cas où ça peut devenir une crise. Vous devez identifier les actions à atténuer les risques. Alors, pour atténuer le risque, il faut considérer le risque. Alors, si vous avez un grand nombre de risques, focalisez-vous sur les risques considérés élevés par les risques qui a la chance élevée de devenir une crise.
Alors, le plan d'atténuation veut dire identifier les actions qui peuvent neutraliser les risques. Et quand vous analysez les risques, ça peut être nécessaire à revoir partiellement votre stratégie de plaidoyer ou activité de plaidoyer. Si vous voulez que les jeunes participent à un événement de plaidoyer, vous identifiez, vous réalisez que l'endroit est violent, vous pourrez alors adopter les actions atténuantes, donc ne pas conduire les activités donc, ou encore annuler l'activité, c'est l'atténuation. Donc, trouver des alternatives, soit neutraliser ou réduire le niveau de risque identifié. Si c'est un risque élevé, réduisez ça à un niveau moyen ou faible. Donc, il faut ici élaborer un plan d'atténuation. Et ici, nous avons le cinquième outil de plaidoyer. Et encore, c'est une question vraiment basique. Et nous avons deux colonnes. À la première, vous allez décrire brièvement les risques. Et comme on dit ici, les risques financiers, risques juridiques, risques relations, risques en rapport au changement politique. Alors, vous analysez les risques ou les questions que vous avez identifiées. Et vous pourriez ainsi catégoriser pour dire la probabilité que ça devienne une crise réduite ou faible. Et dans les dernières colonnes, vous pouvez planifier, penser aux activités ou stratégies, euh, 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 disons, d'atténuation. Nous parlerons de ça quand on va présenter le modèle. Alors, parlant de la dernière étape dans notre étape de base de plaidoyer qui est le suivi et l'évaluation. Alors, le suivi et l'évaluation des activités de plaidoyer. Donc, si vous allez vers un objectif de plaidoyer, c'est pourquoi ils sont très importants. C'est important de se rappeler que très souvent, influencer ou changer de politique publique, ça prend des années ou des décennies. C'est pourquoi ces critiques suivent à évaluer et contrôler périodiquement. Alors, c'est peut-être que vos hypothèses dans certains groupes d'activités, ça va aider à aller aux objectifs de plaidoyer, mais vous réalisez que ça marche pas, alors vous devez vous arrêter et replanifier. Donc, le contrôle d'évaluation vous aidera à adapter vos besoins et ça vous aidera à maximiser les ressources. J'aimerais mentionner que le suivi et l'évaluation de l'impact des politiques publiques peut être très complexe. Il y a des cours dédiés à ces questions d'évaluation d'impact de plaidoyer et initiatives de politique. Alors, cela couvre les étapes basiques de plaidoyer en considérant les activités de plaidoyer comme notre indicateur clé de performance. Donc, nous engageons nos activités telles qu'indiquées. Et l'accomplissement ici va indiquer si vous allez vers l'objectif. Pour ceux qui sont intéressés à faire des enquêtes et comprendre plus sur la manière à mesurer l'impact des initiatives de plaidoyer et de politique publique, je suggère à jeter un coup d'œil et à investiguer un peu sur le cadre large et cette méthodologie a été largement adoptée et utilisée pour contrôler et évaluer l'impact des initiatives de plaidoyer, disons des politiques. Alors je dis, il faut faire des recherches sur les cadres logiques. Alors maintenant, nous parlons.
des activités qui peuvent être considérées comme indicateurs de performance clés pour différentes stratégies de plaidoyer. Donc, par exemple, nous parlons de l'identification de personnes à faire une campagne pour passer un message. Ça peut être des indicateurs de performance clés. Alors, ça peut être un indicateur influençant les décideurs dans leur discours aux médias sociaux. Alors, comme nous parlons des différents types de plaidoyer, voyons un peu les différentes possibilités d'activités qui peuvent considérer comme indicateurs clés de performance. Donc, le nombre de porte-paroles identifiés pour une campagne ou une action de plaidoyer peut être un indicateur de succès. L'organisation des événements en parallèle pour les décideurs ou influenceurs, ça peut être aussi considéré comme des indicateurs de performance, des indicateurs clés de performance. Donc, même dans une assemblée nationale, dans un parlement, donc, le nombre de parties prenantes que vous êtes capable à échanger avec. C'est une activité qui peut être considérée comme un indicateur. Quand nous parlons de l'organisation des campagnes de communication dans la campagne du plaidoyer, le nombre de personnes impactées par les campagnes numériques sont les followers, les suiveurs dans le profil de médias sociaux, ce qui peut être un indicateur de qualité, le nombre des influenceurs soutenant une action de plaidoyer. Alors, si vous organisez par exemple une audience avec un nombre d'influenceurs qui participent, ça peut être un indicateur de succès. Le nombre d'opinions, articles, publiés, encore le nombre d'articles, tout cela sont des activités potentielles dans les indicateurs clés de performance. Alors, le nombre de personnes qui marchent ou dans une démonstration ou manifestation politique, la qualité des décisions dans un processus de contentieux, ça peut être aussi des indicateurs clés de performance possibles. La qualité par rapport au nombre de supporters et les personnes qui participent à une assemblée, cela peut être un indicateur de succès pour la manifestation politique, les activités dans votre campagne de plaidoyer. Et quand nous parlons de capacité institutionnelle, le nombre de personnes participant dans une formation avec une initiative de renforcement de capacité, ça peut être l'indicateur clé de performance ou encore le nouveau porte-parole pour la campagne, ou encore beaucoup d'autres. L'augmentation dans le nombre de représentants venant d'une certaine région dans les initiatives de prise de décision, ou ça peut être la participation de plus de représentative du Global Sud pendant la COP 29 ou 30 pourra être un indicateur clé de performance potentielle, un programme ou une initiative ouvert au renforcement des capacités institutionnelles. Ce sont là les exemples de KPI qui peuvent être adoptés dans les activités de plaidoyer. Et maintenant, je vais partager avec vous le sixième outil qui est l'outil de suivi. Et encore, c'est un outil simple. Vous avez cet onglet d'Excel avec les différentes colonnes. Comme je dis avant, nous utilisons l'engagement direct comme un exemple à appliquer dans ce modèle. Ici, au premier colonne, vous pouvez décrire l'activité qui doit être développée. Vous mentionnez si ça va aider ou pas. Alors, si vous avez vous avez le résultat escompté, ici, ça peut être oui ou non partiellement. Si oui, pourquoi avez-vous besoin de résultats? Le travail avec les leçons apprises dans le processus
Sinon, pourquoi penser que vous ne pouvez pas rencontrer les résultats escomptés? Donc, voir ce qui est relatif aux activités d'échange, voir encore jusqu'à quand on fait ça. Auriez-vous besoin de ressources supplémentaires pour le suivi? Donc, il y a une information au contexte. Alors, ça, c'est un outil de suivi que vous allez devoir faire après. Vous reviendrez de la COP 29 et 30. Vous pouvez voir cet outil de suivi pour vos activités et résultats. OK. Je vais m'arrêter un peu pour voir s'il y a des questions ou commentaires à adresser. Il y a deux questions. La première, ça vient de Anissour, qui vous demande comment sélectionner plus d'un seul problème dans l'objectif de plaidoyer. C'est cela la signification de la question. Comment sélectionner plus d'une question, plus d'un problème dans l'objectif de plaidoyer? C'était comme dans la session précédente, quand vous étiez en train de prioriser et en établissant les objectifs. Je n'avais pas vraiment bien compris si la question s'agit aux questions de cartographie. Non, non. Je crois que ça se réfère à la première étape sur le choix de votre objectif de plaidoyer. Alors, je vous recommande de visualiser l'atelier précédent, l'atelier sur la formation. Cela, on a discuté sur la manière à prioriser et identifier l'objectif. Merci pour la question. C'est une question sur le modèle. Parce que ça veut dire que je vais vous envoyer le document de position d'abord. Non, vous ne devez pas envoyer votre matériel. Je vais parler de ça maintenant. Je vais parler de l'opportunité, comment ça marche. Avant cela, laissez-moi voir la question qui revient. Comment est-ce que nous traitons de la question de la politique de la mise en œuvre? Parce que, tel que suggéré, nous voyons l'intervention dans la mise en œuvre. Comme j'ai dit, le renseignement politique est très important. C'est pourquoi nous devons bien analyser les parties prenantes parce que les parties prenantes nous aident à réunir le renseignement et information politique. Et ça sera très critique en cartographiant les questions et risques. Je ne comprends pas la relation avec le processus de démonstration et de contentieux. Si vous décidez de traiter du cas de contentieux, alors quand vous n'avez pas la possibilité de dialogue, alors dans votre système, si vous n'avez pas la possibilité de diplomatie, de dialogue ou de négociation, alors il faut adopter ces tactiques. Si vous avez la possibilité de négocier, interagir avec un parti prenante et décideur, je crois qu'il y a d'autres types de tactiques comme cela. J'ai l'autre question ici dans le chat. Ok, alors pour adresser la question sur les opportunités, le modèle, laissez-moi partager mon écran encore et nous allons en parler encore. Ça, c'est très important. Une étape très importante. Pouvez-vous voir mon écran? Oui. Alors, cette formation a des opportunités. Donc, jusqu'à 10 organisations doivent être sélectionnées pour recevoir. Donc, c'est un plan de plaidoyer. Alors, si votre organisation est intéressée dans la réception de cette session, vous devez avoir le modèle de plaidoyer
et le formulaire. Donc, il y a et le formulaire et le modèle qui sont disponibles dans ces liens sur les chats et vous devez le faire d'ici novembre, le 3 novembre, un dimanche. Si vous êtes intéressé, ou encore si votre organisation est intéressée à mieux comprendre comment appliquer cet outil pour votre objectif spécifique à la COP 29 et 30, je suggère que vous puissiez remplir ce formulaire et le modèle que nous vous donnons. Vous notez vos questions, vous essayez de noter tout ce que vous ne comprenez pas et vous pourriez ainsi envoyer euh, 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 les modèles par email. Vous trouvez mon email sur ces liens. Et si vous êtes sélectionné à recevoir la session de coaching, nous allons vous contacter. Nous vous demanderons de choisir une tranche disponible. On va vous demander de programmer une session pour revoir le plan. Et quand vous avez une question spécifique en rapport avec votre gouvernement sur la manière à mieux adresser vos besoins, sur l'objectif de plaidoyer, donc, comme nous parlons de ça sur la session de coaching. Alors, cela est sur les opportunités. Et je vais partager avec vous le modèle dans une minute, mais avant de faire ça, j'aimerais savoir si vous avez des questions sur cette session concernant les opportunités. On demande ici quand est-ce que cette session de coaching aura lieu. Ça aura lieu à partir de la semaine prochaine ou encore la semaine du 11. Nous priorisons les personnes qui pourront être disponibles à le faire la semaine prochaine. Il n'y a pas de limite. Aussi longtemps qu'il y a des gens venant d'une seule organisation, c'est bien. Vous pouvez les rejoindre quand vous le souhaitez. Donc, c'est la limitation du nombre de personnes qui peuvent participer à la session. Il n'y a pas de limite. C'est les personnes venant d'une organisation qu'on parle de différentes organisations parce qu'ils vont discuter de votre objectif de plaidoyer à la COP 29, COP 30. Alors, vous trouverez toutes les informations, des liens. J'aimerais signaler ici que les sessions seront disponibles en portugais et en anglais. Il y aura une interprétation simultanée. Vous devez participer à la session soit en portugais ou en anglais. Mais c'est important de remplir le formulaire disponible au lien. Si vous envoyez le modèle vide, on ne saura pas savoir que c'est vous pour que les sessions soient utiles pour votre organisation. Y a-t-il d'autres questions à propos de cette session de coaching et opportunités? Sinon, je partage le modèle avec vous. Alors, je vais donner un exemple. J'ai quelques-uns de ces modèles avec des exemples pratiques et vous pourriez poser des questions pour savoir, disons, poser des questions. Vous pouvez interjeter pendant même que je présente. L'idée, c'est de montrer cet exemple pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous allez remplir le formulaire, disons le modèle après cet atelier. Est-ce que vous voyez le modèle sur mon écran? Bien.
Voici ce à quoi ressemble le modèle. Vous avez toutes ces sections, objectifs de plaidoyer, la matrice de partie prenante, plan de communication, plan d'engagement. Cette question de gestion est suivie. Ce sont là les outils dont nous parlons aujourd'hui et dans l'atelier précédent. Donc, c'était le mardi passé. Ici, c'est un onglet que nous décrivons pour l'objectif de plaidoyer pour la COP 29 et COP 30. Alors, je ne choisis pas un exemple en rapport avec le changement climatique parce que je sais connaître les spécialistes du changement climatique. Alors, pour éviter la mauvaise conception, alors, je vous ai demandé dans la télé précédente d'identifier jusqu'à des objectifs pour la COP 29, pas plus que ça, parce que vous commencez à planifier. Donc, pour cet exercice, vous avez un ou deux objectifs en tête. Ici, dans notre exemple, notre objectif de plaidoyer, d'abord, c'est faire la sensibilisation pour les hommes en partageant les résultats de documents de position de votre organisation sur études de cas, vaccins de HPV pour les hommes de 10 à 13 ans avec l'aide des professionnels de santé représentants du gouvernement. Et donc, en identifiant des personnes pour adresser la question des HPV. Alors, ce sont là les deux objectifs de plaidoyer sur lesquels je travaille dans cet exemple. Bien que c'est un domaine différent, nous parlons de soins de santé. Vous pouvez avoir des objectifs similaires dans vos activités de la COP. Alors, donc, c'est un exercice pour vous. Et c'est faire la sensibilisation sur l'importance. Donc, c'est un peu ça. Ici, nous voyons le vaccin de HPV pour les garçons de 10 à 13 ans. Et le deuxième point, c'est la carte de paysage. Alors, si vous avez le UNFCCC, donc, comme Marine l'a fait donc, dans le premier atelier cyclique. Sinon, je répondrai à la question, comment est-ce que le système de soins de santé est établi, donc, comme ça se fait dans le service de soins de santé, comment est-ce que le programme d'immunisation est structuré. Comment est-ce que les gens accèdent au vaccin dans les pays? Vous pouvez laisser peut-être les questions que vous avez et vous pourriez répondre pour résumer l'arène du paysage dans lequel vous travaillez. Disons le pays, l'arène du paysage, oui, dans lequel vous travaillez. Ici, vous parlez des parties prenantes en rapport avec votre objectif de la COP 29 allant jusqu'à la COP 30. Comme un exemple à faire avec le vaccin de HPV pour les hommes et les garçons. Alors ici, je voulais partager avec vous comment cela marche dans un exemple pratique. Alors, j'ai cartographié quelques parties prenantes. Le premier, c'est les ANOB. ANOB est du gouvernement et le secteur, c'est l'institution gouvernementale. Ici, c'est le directeur du programme national d'immunisation au ministère de la Santé. Son profil est un professeur avec 15 ans de recherche académique et il a récemment rejoint le gouvernement. Son intérêt, ici, ce sont les parties prenantes techniques intéressées par des données d'information. Il est membre de la partie.
gouvernementale. Il a une relation étroite avec le ministère de la Santé et les législateurs. Et il a parlé à propos de l'importance. Ça. Alors, il est intéressé à la formation des données. Il est peut-être intéressé au réseautage parce qu'il y a beaucoup de relations étroites avec le ministère, avec les représentants du gouvernement. Dans sa catégorie, il est supporter, quelqu'un qui est un supporter potentiel ou partenaire potentiel ou un allié potentiel. Et ça, c'est quelque chose que vous allez devoir à vérifier si vous voulez échanger avec lui pour vérifier si elle est supporter et quel est son point de vue sur le vaccin HPV pour les hommes. Et vous avez alors LCC de la société civile. Elle est leader de l'Observatoire de la santé pour hommes. Elle est maintenant activiste de soins de santé avec un réseau élargi en connexion avec le gouvernement. Elle est intéressée à la visibilité dans les secteurs privés et le gouvernement pour collecter les fonds, parce qu'elle doit collecter les fonds pour son organisation. Et ici, Alice est championne après échange avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle est considérée comme une championne? C'est parce qu'elle est enthousiastique et ce qui étend le vaccin HPV pour les hommes. Donc, Ou même peut être considéré comme champion et même porte-parole. Vous avez Jean Vie qui est représentant, président de l'association des hommes. Il est un expert médical et leader du mouvement de vaccins. Et vous pouvez voir qu'il est intéressé au réseautage et des connexions politiques. Il a fait beaucoup d'interviews encourageant les familles à vacciner les enfants contre les HVP, HPV. Alors, le nom de catégorie. Vous pouvez savoir qu'il est contre euh, ses opposants parce que sa vision de plaidoyer, c'est contre votre vision de plaidoyer parce que le mouvement dit arrêter les vaccins. Et vous avez Laurence Giel, là, elle est de l'organe législatif, elle est la chef des directeurs de cabinet dans le Sénat, des sénateurs, dans les données, dans le budget de la santé publique. Elle est considérée neutre, parce qu'on ne connaît pas encore la position selon l'expansion du vaccin des femmes et les garçons. Elle est aussi intéressée sur la question du budget de la santé publique. Alors, ça, c'est comme ça que vous allez commencer à cartographier vos parties prenantes. Vous analysez leur profil, leur intérêt, et vous faites des suppositions dans lesquelles catégories. Il y en a peut-être que vous êtes déjà en contact, il y en a, vous connaissez déjà ils sont dans quelle catégorie, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez supposer et confirmer après avoir engagé avec eux. Alors, ça, c'est la matrice des parties prenantes. Alors, ici, nous analysons, comme je disais, les intérêts que les parties prenantes ont dans vos objectifs de plaidoyer comparés à leur pouvoir d'influencer les politiques. Alors, les parties prenantes qui ont beaucoup d'intérêt dans les objectifs de plaidoyer, on va les voir au-dessus de cette graphique. Les parties prenantes avec moins d'intérêt dans les objectifs de plaidoyer, on va les mettre vers le bas. Et les parties prenantes avec beaucoup de pouvoir pour influencer le politique ou les changements que vous amenez, on va les mettre à droite du graphique. Et les parties prenantes avec moins de pouvoir pour influencer, on va les placer à gauche du graphique.
Alors, j'ai mis ici plus ou moins où les parties prenantes seront placées. Alors, John V, il a un pouvoir à influencer, mais parce qu'il est du mouvement anti-vaccin, il n'est pas intéressé par vos plaidoyers. Laurent G, parce qu'il travaille dans le Sénat, le Sénat, il a beaucoup de pouvoir pour influencer l'immunisation de santé publique. Et ici, elle est ouverte à vos objectifs, mais elle n'est pas enthousiaste. Et puis, vous avez LSI qui est très ouverte, très intéressée de votre vision de plaidoyer, mais elle n'a pas beaucoup de pouvoir pour influencer. Et un autre P, c'est la personne qui aura beaucoup de pouvoir pour influencer cette politique. Et comme vous l'avez ouvert de l'immunisation et ouverte et intéressée de vos objectifs de plaidoyer. Alors, les matrices des parties prenantes vous aident à visualiser mieux qui sont les parties prenantes, qui sont votre priorité et peut aider à avancer votre agenda de plaidoyer très rapidement. Et dans ces cas, ça peut être ICT et un EPI, mais c'est quelque chose que vous devez vérifier après que les activités d'engagement seraient faites. Vous pouvez retourner ici et changer des gens et dire que non, il a beaucoup plus de pouvoir d'influencer que j'imaginais. Et vous pouvez changer jaune ici à là. Et vous pouvez aussi changer les places de parties prenantes sur la matrice et c'est vraiment, il y a des changements parce que ça, c'est un outil dynamique. Pour le moment, ça serait vos priorités, les personnes que vous devez beaucoup plus considérer parce que c'est eux qui probablement peuvent aider à avancer vos objectifs de plaidoyer beaucoup plus efficacement. Et l'autre plan, c'est le plan de communication. Et dans cet exemple, nous avons identifié LSI, c'est le porte-parole de notre campagne. L'action culturelle peut être expandre les vaccins pour les garçons, pour le programme d'immunisation. Et les messages clés, ce sont les messages qui vont soutenir les campagnes. Le virus, FTV cause des différents types de cancers qui affectent les hommes. Ça, c'est le premier message du problème. Et aussi, il y a un autre message qui parle de l'impact. Les statistiques gouvernementales depuis 2023 a estimé que 32 000 hommes sont affectés par le cancer causé par le HPV et qu'à 8% de cela les a causé la mort. Et ça, c'est un autre message de l'impact de la maladie que le cancer causé par l'HPV. Maintenant, il y a un autre message qui parle des solutions. Alors, l'extension des vaccins des garçons à 13 ans peut prévenir le virus. Alors, ça, c'est le message pour la solution. Et un message final sur l'impact de la solution à long terme. Et les études de l'université ont estimé que l'extension des vaccins pour les garçons peut causer euh, Euh, l'épargne de budget à 30 millions, les désirs des maladies. Alors, ça, ce sont des exemples pour juste démontrer comment est-ce que les messages bon, sont concis, directs et adressent le problème, l'impact du problème, la solution, ainsi que les bénéfices de la solution. Alors, ça, ce sont le message ici que vous devez livrer une fois que vous rencontrez vos parties prenantes. Alors, le plan d'engagement, comme ça, c'est une activité de l'engagement direct, vous allez lister toutes les activités que vous préparez à vous engager avec ces parties prenantes. Et ici, la première activité, vous êtes en train d'organiser votre atelier pour 35 professionnels de santé pour parler de l'immunisation HPV. Et les parties prenantes, leur nom, c'est la personne qui vont diriger les événements. C'est LSCJ qui est les directeur de l'observatoire. Ici, vous pouvez aussi visiter les professionnels qui organisent les événements au nom de tout le monde. Mais les parties prenantes ici, c'est les coordonnateurs, bien sûr, de cet événement.
Alors ici, vous mettez la date et l'heure de l'événement, le lieu qui doit se passer en novembre 22 de 8 heures à 10 heures. Et puis, vous pouvez décrire comment l'événement va se faire, la personne qui va les rencontrer à l'hôtel. Ici, c'est comme le message que vous allez livrer à ces audiences. Parce que ça, c'est une réunion des experts techniques. Le message que vous voulez expliquer sur cet événement, c'est les solutions qui est l'expansion de vaccins des HPV des garçons de 13 ans qui ont conçu le cancer. Et vous pouvez amener tous les messages, mais ici, vous soulignez que ces parties prenantes techniques, ces messages, c'est le message qui doit être exploré davantage. Alors, c'est quoi le scénario meilleur résultat qui peut venir ou sortir? Alors, le meilleur résultat, le meilleur scénario qui peut sortir de ces activités, c'est identifier au moins deux champions ou euh, porte-parole dans cette audience. Et ici, quelles sont les ressources dont vous avez pour cet engagement? Vous devez préparer l'étude qui identifie les vaccins HPV des garçons peut prévenir cela. Alors ça, ce sont les résultats que vous devez apporter aux parties prenantes de cet événement. Alors, c'est ce que vous devez faire. Admettons que vous avez un déjeuner avec Laurent qui est le directeur de cabinet des sénateurs, Mary B. On va aussi faire la même chose et décrire comment est-ce que ce déjeuner va se passer, quand, où, quel message doit livrer, quels sont les meilleurs résultats que vous pouvez avoir. Ça peut être même juste un appel. Un appel, c'est une sorte d'engagement direct. Ça peut être une consultation nationale. Alors, vous participez à une consultation nationale sur la commission des commissions de santé, et comment tu vas l'engager avec les parties prenantes et vous le faites ici. Alors, le plan de gestion des problèmes, vous allez mettre là-bas les risques que vous avez identifiés. Vous allez catégoriser les risques et identifier les actions pour atténuer ces risques, pour éviter que ça devienne des crises. Alors, dans cet exemple, les fake news pourraient affecter la réputation du vaccin. Alors, comme il y a un mouvement d'anti-vaccin, vous devez vous préparer à gérer les fake news. Ça, c'est un risque élevé qui a la probabilité de devenir une crise. Alors, pour neutraliser ce risque, vous pouvez développer une campagne de l'immunisation ou le vaccination, et vous pouvez mettre des professionnels de santé. Alors, ça, c'est une action pour neutraliser ce risque. L'autre risque que vous avez identifié est que les événements parallèles de vaccin peuvent causer ou des effets secondaires des vaccins. Ça peut causer des maladies, ben, des effets secondaires, des événements parallèles. Alors, ils ont beaucoup de probabilité à devenir des crises. Mais vous pouvez toujours développer une question-réponse de population concernant le profil de la sécurité des vaccins pour de neutraliser le panique que ceci peut créer. Et l'autre risque qui peut affecter beaucoup d'actions de plaidoyer ou les campagnes de projet que vous organisez un événement et le porte-parole ou l'orateur de cet événement a des questions logistiques et qui ne vient pas à l'événement. C'est un risque qui pourrait affecter la réputation de votre organisation. Dépendamment, bien sûr, de la ville, s'il y a beaucoup d'embouteillages dans la ville, il y a beaucoup d'embouteillages compliqués et vous pouvez mettre, par exemple, ça c'est une probabilité euh,
moyenne. Alors, pour neutraliser ces risques, vous pouvez identifier et former un orateur remplaçant pour l'événement et aussi expliquer, bien sûr, la logistique de la ville à porte-parole pour lui assurer qu'ils savent exactement comment arriver à l'événement. Je crois que cela peut atténuer le risque en relation avec cette personne et ne pas venir à l'événement. Un autre risque, ça c'est un risque politique. Les membres de la Chambre des représentants organisent une concertation nationale pour ces dépenses. C'est un risque qui pourrait affecter votre objectif des plaidoyers et ceci, la chance que ça devienne une crise assez faible, mais pouvait neutraliser ces risques en comprenant, bien sûr, les points qui ont été présentés pendant les consultations nationales et développer un communiqué pour adresser comment est-ce que le vaccin peut diminuer les coûts. Alors ça, c'est un plan d'atténuation, c'est un plan de gestion. Alors, le dernier ici, c'est le suivi. Vous faites cela après la COP. Ici, vous allez lister les activités que vous avez organisées pour engager directement avec les parties prenantes. Dans ce cas, admettons que c'était la télé pour 35 médecins pour l'immunisation ou la vaccination. Est-ce que cela a été fait, oui ou non? Est-ce que vous avez réalisé les résultats escomptés? Dans ces exemples, vous pouvez dire oui, non ou partiellement. Dans l'autre exemple, nous disons cet exemple ici, nous disons partiellement. Si oui, pourquoi? Alors ici, vous pouvez dire que l'événement s'est passé et nous avions tous les 35 invités présents, mais néanmoins, on n'a pas pu identifier les euh, orateurs ou les porte-parole techniques. Nous savons qu'Alexis, qui était orateur de l'événement, il n'est pas reçu de données pour l'étude. Il a besoin de beaucoup plus d'informations pour soumettre les messages d'une manière technique pour persuader les professionnels de santé. Alors ici, vous expliquez pourquoi est-ce que vous pensez que vous pouvez réaliser et que l'événement est arrivé, est passé. Vous avez tous les invités, mais vous n'avez pas en fait identifié les porte-paroles que vous avez voulu identifier. Ça, c'est comme une révision de savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas réalisé le scénario. Alors, je vous avais des résultats. Vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que vous pensez que cela n'a pas bien marché. Est-ce que vous avez besoin de faire le suivi avec les parties prenantes ou les contacter, oui ou non? Si oui, quand est-ce que vous devez les faire? Dans ce cas, d'ici décembre 4. Et vous devez avoir des ressources supplémentaires pour faire des suivis, par exemple, partager les études, les informations et aussi contacter les parties prenantes. Dans cet exemple, je crois que vous devez préparer une note de remerciement pour tous les participants et attacher des références et d'études qui ont été mentionnées pendant l'événement. Ça serait des ressources pour votre suivi concernant cette activité de l'engagement direct. Alors, ça, il est complète, le modèle que vous allez trouver sur le lien que nous avons partagé dans le chat. J'aimerais maintenant suivre vos commentaires, vos contributions, vos questions. Alors, sur le lien que Gustavo a mis dans le chat, est-ce que tu peux mettre encore le lien pour le formulaire, Gustavo, s'il vous plaît, pour que ça soit facile à retrouver? Alors, sur ce lien, vous allez trouver les instructions, savoir comment télécharger le modèle, le formulaire que vous devez remplir si vous êtes intéressé à avoir cette session de formation. Et vous pouvez aussi envoyer des questions si vous n'avez pas compris comment utiliser le modèle. Vous pouvez envoyer des questions à mon email aussi et je pourrai les clarifier.
Alors, s'il n'y a pas de commentaires, de questions concernant le modèle, j'aimerais peut-être conclure l'atelier. Merci beaucoup, Martina. Ça nous amène à la fin de notre quatrième session et de notre série. Ça a été plein d'informations, les outils et astuces, les conseils actionnables qui peuvent être utilisés à la COP 29 et tout. J'espère que ça a été utile pour vous et vos objectifs de plaidoyer. J'espère que vous allez nous contacter concernant le modèle et nous voulons avoir votre information pour les objectifs de la COP 29. Nous espérons que vous allez entendre parler de nous d'ici la COP 30 dans une année. Et j'aimerais juste vous dire merci beaucoup, Marina Gustavo, de nous avoir parcouru nous avoir amené dans ce parcours de préparer le plaidoyer. Merci beaucoup pour votre prête parce que vous avez rendu possible de communiquer dans différents vous allez avoir un email avec l'enregistrement de la session d'aujourd'hui et les ressources et nous pouvons aussi inclure le lien au formulaire, au modèle. Et s'il vous plaît, attendez à recevoir cela dans les prochains jours. Sinon, le meilleur et j'espère que vous avez un engagement ici. Merci beaucoup à tous de nous avoir dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup et engagez avec nous. Merci et merci beaucoup à tous. Au revoir.